Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette première édition de 2023 et permettez-moi au nom de la rédaction de Télésud de vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Nous sommes le lundi 2 janvier. Voici les principaux titres de cette première édition de la mi-journée. Les 46 soldats ivoiriens détenus depuis près de 6 mois au Mali ont été condamnés à 20 ans de prison. Soupçonnés d'être des mercenaires, ils ont été reconnus coupables d'attentats et complots contre le gouvernement. Le pape émérite Benoît XVI est mort samedi 31 décembre. Solitaire et secret, il restera dans l'histoire de la papauté comme l'un des pontifes les plus audacieux de l'époque contemporaine, mais aussi comme un amoureux de l'Afrique. Et nous terminerons cette édition avec la star franco-béninoise Angélique Kidjo, qui est retournée au Bénin pour marquer les 20 ans de son engagement en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Je vous le disais, les 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis le mois de juillet ont été condamnés vendredi 30 décembre à 20 ans de réclusion criminelle. Ils ont été reconnus coupables d'attentats et complots contre le gouvernement. Explication Soukaina Skali. Dernier acte de la saga des soldats ivoiriens détenus au Mali. Accusés d'être des mercenaires par la junte malienne, les 46 soldats étaient enfermés depuis le mois de juillet à Bamako. La justice a finalement tranché en faveur d'une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. Par le premier arrêt, la cour d'assises est entrée en voie de condamnation contre les 46 accusés comparant dont liste nominative figurant au 10 arrêts par les prononcer à leur encontre de la peine de 20 ans de réclusion criminelle et celle de 2 millions d'amendes chacun du chef des crimes d'attentat et complot contre le gouvernement. Un dénouement qui a créé la stupéfaction. En effet, depuis ces derniers mois, les gouvernements d'Abidjan et de Bamako multipliaient les pas pour apaiser les tensions. Le 23 décembre dernier, les deux pays ont même signé un document actant la libération des soldats détenus au Mali, ajouté à la pression de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui avait donné jusqu'au 1er janvier 2023 pour les libérer. C'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne. Il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de la Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois, il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. C'est ce que nous avons fait. Alors que le colonel Assimi Goïta, chef de la junte malienne, ne s'est pas exprimé, lors de son discours à la nation le 31 décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a affiché son optimisme en déclarant que les 46 soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, une version qui peine à convaincre la justice malienne. En République démocratique du Congo, depuis 2 mois, les forces de la coalition des armées congolaises et ougandaises mettent la pression sur les rebelles des forces démocratiques alliées accusés de massacres sur des milliers de civils. Des attaques qui ont porté leurs fruits puisque nous avons appris qu'une centaine de civils pris en otage par les rebelles de l'ADF ont été libérés par les forces de la coalition de la RDC et de l'Ouganda. Ces otages, principalement des femmes et des enfants, avaient été enlevés dans différents villages lors des attaques rebelles. En Ouganda, au moins 9 personnes, dont des enfants, ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une bousculade dans un centre commercial de la capitale ougandaise Kampala lors de la célébration du Nouvel An. Le mouvement de foule aurait eu lieu après les tirs de feu d'artifice à l'extérieur du centre commercial Freedom City. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la police métropolitaine de Kampala, Patrick Onyango. Outside, in the outskirts of Kampala, dans la banlieue de Kampala, dans un centre commercial, un concert était organisé et nous avons reçu des informations vers minuit, aux alentours de minuit, selon lequel il y aurait eu une bousculade. 3 enfants sont morts sur place et 6 autres ont été déclarés morts à leur arrivée dans un hôpital. Nous n'avons pas encore établi le nombre total de personnes qui étaient à l'intérieur.
Mais nos détectives sont en train de le faire, en essayant d'établir le nombre. Mais ce n'est pas à cause du nombre qu'ils étaient nombreux, c'est juste parce qu'ils essayaient de se précipiter pour rentrer. Benoît XVI est mort samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans. Il restera dans l'histoire comme celui qui a renoncé, mais aussi comme un théologien réputé, guidé par ses principes et sa foi, et dont la vie entière a été consacrée à sa dévotion envers l'Église. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il était aussi un amoureux de l'Afrique, comme va vous l'expliquer Souilas Bailly. Il s'en est allé ce samedi 31 décembre. Le pape Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger, a rendu son dernier souffle au Vatican à l'âge de 95 ans. Le pape François a tenu à lui rendre hommage lors de la prière de l'Angélus devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre ce dimanche 1er janvier. Le début de la nouvelle année est confié à Marie, très sainte que nous célébrons aujourd'hui comme Mère de Dieu. En ce moment, invoquons son intercession, en particulier pour le pape émérite Benoît XVI, qui a quitté ce monde hier matin. Tous ensemble, d'un seul cœur et d'une seule âme, remercions Dieu pour le don de ce fidèle serviteur de l'Évangile et de l'Église. Les hommages n'ont cessé d'affluer à travers le monde depuis l'annonce de sa mort par le Saint-Siège. Le pape Benoît XVI, théologien de formation, a été le premier pape démissionnaire de l'Église depuis près de 600 ans. En 2011, il s'est rendu au Bénin à l'occasion d'une visite lors de laquelle il avait exprimé son engagement pour l'Afrique. Entouré de 60 000 Béninois lors d'une grande messe au stade de l'Amitié de Cotonou, un souvenir marquant pour les fidèles béninois présents à ce moment-là. À son contact, on voit qu'il est accessible, très accessible. Vous vous souvenez de sa simplicité, c'est ça? Oui, de sa grande simplicité. Je pourrais même dire, en le qualifiant, qu'on peut parler de la grandeur de la petitesse. Ses liens avec l'Afrique, Benoît XVI les a également au travers de 2 visites, au Cameroun et en Angola, au cours de ses 7 ans à la tête du Vatican. Au-delà de la voix religieuse qu'il a portée, l'ancien pape s'est montré attentif à la dimension sociale sur le continent, notamment la lutte contre la corruption. Souvenez-vous, le 24 juin dernier, plusieurs dizaines de migrants subsahariens sont morts en tentant de passer la frontière à Melilla, enclave espagnole en territoire marocain. Depuis ce triste jour, des dizaines de migrants ont été jugés au Maroc et condamnés à 2 ou 3 ans de prison et à de fortes amendes pour entrée illégale sur le sol marocain, un verdict à la suite duquel plusieurs migrants ont fait appel. Et on reste au Maroc où les autorités ont décidé samedi 31 décembre d'interdire complètement l'accès au territoire à tous les voyageurs venant de Chine où l'épidémie de Covid explose, et cela dès le 3 janvier afin d'éviter une nouvelle vague de contamination au coronavirus. La France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, comme les États-Unis ou la Corée du Sud, ont décidé, eux, cette semaine, d'imposer un test Covid aux voyageurs en provenance de Chine. La Croatie qui adopte l'euro et intègre l'espace Schengen, Lula qui redevient président du Brésil, et en France, la grève des médecins généralistes reconduite pour la semaine. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Lorraine Mabou et Noël Dong. La Croatie a entamé 2023 en adoptant l'euro et en intégrant l'espace Schengen de libre circulation. Dans la nuit du dimanche 1er janvier, la Croatie a dit adieu à sa monnaie, la kuna, pour devenir le 20e membre de la zone euro et le 27e État à rejoindre l'espace Schengen, vaste zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement sans contrôle aux frontières intérieures. Zagreb espère notamment que la monnaie européenne permettra de protéger l'économie du pays et freinera l'inflation. Nombre de Croates redoutent que l'introduction de l'euro n'entraîne une hausse des prix, en particulier que les entreprises les arrondissent au niveau supérieur au moment de la conversion. Au Brésil, Lula a été investi président dimanche 1er janvier. Pour son 3e mandat, Luiz Inácio Lula da Silva a reçu lors de la cérémonie l'écharpe présidentielle des mains de représentants du peuple, dont le chef indigène Raoni Metukthire, en l'absence de son prédécesseur Jair Bolsonaro, qui a préféré snober la cérémonie et se rendre en Floride. C'est la première fois depuis 1985 et la fin du régime militaire que la passation de pouvoir ne s'est pas déroulée
déroulé comme prévu au Brésil entre l'ancien et le nouveau président. En rupture avec le protocole, Lula a remonté la rampe menant au palais présidentiel de Planalto, escorté d'un enfant noir, d'un métallurgiste, d'un cuisinier, d'un enseignant et d'un jeune handicapé, parmi d'autres représentants du peuple brésilien. Le mouvement de grève des médecins libéraux a été reconduit pour une semaine ce lundi. Le collectif Médecins pour demain demande notamment un doublement du tarif de consultation de 25 à 50 € pour de meilleures conditions d'exercice et appelle à la fermeture des cabinets jusqu'au dimanche 8 janvier. Une manifestation est prévue jeudi 5 janvier à Paris. Lancé le 26 décembre, l'appel à la grève avait été soutenu par de nombreux syndicats pour sauver la médecine libérale et garantir l'accès aux soins, injustement critiqué par le ministre de la Santé François Braun, selon eux, dans un contexte de triple épidémie, bronchiolite, coronavirus et grippe. Je vous emmène à présent à la rencontre de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo, qui est retournée dans son pays natal, le Bénin, afin de rencontrer les enfants touchés par la violence de la crise du Sahel et le changement climatique. Une visite qui marque les 20 ans de son engagement auprès de l'UNICEF. Valentine Exantus. La joie d'Angélique Kidjo, l'artiste internationale d'origine béninoise, est contagieuse. En visite dans son pays natal pour marquer les 20 ans de son rôle d'ambassadrice de l'UNICEF, à Tanguieta comme à Nati Tangou, dans le nord du Bénin, Angélique Kidjo s'est dite impressionnée par la maturité des jeunes béninoises rencontrées sur place. Les jeunes que j'ai rencontrés dans le Nord m'ont vraiment époustouflé par leur engagement et leur détermination à ce que leur vie change et que leur communauté change. Il y a beaucoup de défis auxquels ils font face et dont ils sont très conscients. Ce n'est pas des rêveurs, ce n'est pas des gens qui se disent que ça va se régler du jour au lendemain. Ils sont conscients du travail qu'il y a à faire et il est de notre devoir de les accompagner. Ces jeunes femmes du nord du Bénin sont de plus en plus victimes du débordement de violences liées à la crise du Sahel. Malgré les conditions difficiles, beaucoup d'entre elles font preuve de résilience. Si tu m'avais dit un jour que j'irais au nord et que les jeunes filles seront devant moi en train de parler, je vous dirais non. Parce que quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice en 2002, ça a été l'une de mes frustrations de parler aux gens et de ne pas avoir de réponse. Parce qu'on n'a pas appris à nos enfants de parler. On leur donne l'autorisation de parler, et on ne les écoute même pas parler, on leur dit de se taire. Et là, ce que je suis en train de voir dans le Nord, c'est que les jeunes ont envie de parler. Ils ont envie que leur vie soit différente. La chanteuse récompensée par 5 Grammy Awards a rencontré des enseignants, des infirmières, des agents de santé et des travailleurs sociaux qui sont en première ligne pour permettre aux enfants et à leurs familles d'avoir accès aux services essentiels, mais qui se sont également engagés pour le changement positif dans leur communauté. Je leur ai dit, quand je leur ai parlé, vous avez des filles dans vos familles, des nièces, des cousines. Votre devoir, c'est d'être là pour qu'aucune violence ne soit faite aux filles. Défenseur infatigable des droits, ce voyage de soutien au programme des Fonds des Nations Unies pour l'enfance était sa première mission avec l'UNICEF depuis la pandémie de Covid-19. Coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance avec au Togo la fin des conflits agro-pastoraux qui pourraient devenir une réalité grâce notamment à la médiation des chefs locaux et des dirigeants du pays. Je vous propose d'écouter quelques témoignages qui expliquent clairement quelle était la situation avant cette médiation. Reportage. Il y avait un climat vraiment conflictuel dans beaucoup de localités. Et on a constaté, ou bien on a vu, une violence de grande ampleur dans la préfecture, dans un village de la préfecture de Tone, où des communautés entre Moba se sont affrontées, entre les Peuls Bouviers et les autochtones gourmandiers, où il y a eu également même des morts. Hein. Nous sommes arrivés ici, on a voulu essayer de les interroger. Le Bouvier, il ne voulait même pas obtempérer pour qu'on voie comment ça a commencé pour voir à la solution. Il dit que les bœufs étaient tellement nombreux que lui seul ne pouvait pas d'un seul coup les faire sortir. C'est le conflit foncier qui est toujours cité en premier lieu. Donc cela voudrait dire que c'est la source des problèmes dans la région des savanes. Quand il a vu son taureau avec les coucous que le jeune, et là lui il est gardien.
qu'est-ce que lui va signaler? Qu'est-ce qu'il va dire à son chef qui l'a demandé? Lui, on n'a qu'à lui dire ce que ça coûte. Et le jeune dit non, lui dire ce que ça coûte. Il faut que moi, en tant que chef, il faut que j'aille moi-même voir. Oui, on devrait faire la paix. Généralement, nous réussissons à concilier les partis. Lorsque les partis sont conciliés, nous débouchons sur une entente qui peut promouvoir la paix en famille, la paix au village, la paix entre les communautés. Un reportage que vous pourrez découvrir dans son intégralité ce soir sur Télésud à 20h30 dans Initiative Africa. Le 31 décembre dernier, le président Paul Biya s'est adressé au peuple camerounais lors de son discours à la nation. Un discours durant lequel le chef de l'État a fait un bilan de l'année écoulée et fixé les priorités pour 2023. Quelques heures avant ce discours présidentiel, nos correspondants locaux, Chimène Baleba, Pierre Parfait Dongo et Cyril Guijoy, ont tendu le micro à certains citoyens qui se sont exprimés sur leurs attentes en politique sociale, économique et culturelle. Pour ce jeune étudiant qui sillonne à longueur de journée les rues de Yaoundé, le gouvernement devrait mettre un accent sur la multiplication des opportunités d'emploi. Au Cameroun, le taux de chômage est passé de 3,4% en 2020 à 6,1% en 2021, soit une augmentation de près de 3%. Les jeunes ont des diplômes, sortent des écoles de formation professionnelles, mais ils ne trouvent pas le travail. Quand tu arrives dans une entreprise ou une structure, on te demande des expériences professionnelles. Comment tu vas acquérir ces expériences si tu ne travailles pas déjà d'abord? Sur le plan socio-économique, il faudra également trouver des stratégies pour contenir l'inflation. Le marché tournait, mais nous ne comprenons plus ce qui se passe. C'est devenu très dur. Bon, on se dit qu'en augmentant le SMIC, c'est une chaîne. La locomotive et les wagons vont suivre. Le gouvernement veut maîtriser la montée des prix sur le marché en développant l'import-substitution. Cela a déjà un revers sur les commerçants des produits importés. Le gouvernement a déjà apporté un de plus puisqu'ils nous ont offert des boutiques. S'il faut revoir quelque chose, c'est le prix du port, du dédouanement en fait. Parce qu'on dédouane les marchandises très chères. Les prix sont très élevés et puis ça nous coûte. Et ça nous crée des problèmes avec nos clients. Remplis d'amour pour leur patrie, les Camerounais ont soif de la stabilité dans les régions dites en crise. Déjà 5 ans que les régions du nord-ouest et sud-ouest sont fragilisées par les violences séparatistes. L'affaire qui est au sud-ouest et au nord-ouest, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on a déjà perdu beaucoup de nos frères, on a déjà perdu beaucoup de gens. Si une partie du Cameroun est paralysée, ce que le Cameroun devait avoir comme revenus et recettes, ça ne va pas être la même chose. Pour les artistes, les autorités doivent s'accentuer sur la préservation du patrimoine, car le pays dispose d'un énorme potentiel culturel, pourvoyeur de richesses. Il faudrait que le Cameroun soit le reflet de sa richesse patrimoniale. S'il y a des experts dans le domaine patrimonial, ces experts-là vont donner leur point de vue par rapport à ce qu'il y a à emménager et le gouvernement pourra donc s'appuyer sur eux. Tous attendent avec impatience le message du président Paul Biya qui fixera cette fois les priorités pour l'année 2023, en espérant que certaines de ces revendications soient prises en compte au premier rang. Et on termine cette édition au Nigeria où des danseurs et des musiciens participent à un carnaval à Lagos appelé Carnaval Fanti ou Kareta. Cet événement est une tradition annuelle qui se tient en général le premier jour de l'année. Il a été inspiré par d'anciens esclaves revenus du Brésil à Lagos au XIXe siècle. C'est ainsi que se termine cette première édition de l'année. L'occasion pour moi de vous souhaiter à nouveau une très belle et heureuse année au nom de Télésud.